Bonjour à tous. Alors, je vous présente aujourd'hui notre étude sur le profil cognitif évolutif d'une série de patients atteints de sclérose en plaques sous traitement hautement actif, expérience de service de neurologie A. On va aborder le plan suivant. Donc, pour l'objectif de notre étude était d'analyser l'évolution de l'état cognitif évalué par le SDMT et le MoCA sous traitement hautement actif au cours de la sclérose en plaques. Notre objectif était aussi d'étudier sa corrélation avec la forme clinique de la maladie, le type de traitement, ainsi que le score de DSS. Donc, on a mené une étude descriptive rétrospective menée sur 36 patients qu'on a suivis durant 3 ans. On a inclus bien sûr tous les patients atteints de sclérose en plaques sous traitement hautement actif, ayant bénéficié d'une évaluation cognitive par le MoCA et le SDMT dans sa version écrite et suivis pendant au moins 1 an. On a exclu tous les dossiers incomplets ou inexploitables. Donc, nous allons présenter nos résultats en les comparant directement aux données de la littérature. L'âge moyen de nos patients était 37,6 années, avec une nette prédominance féminine à 61%, ce qui est conforme avec l'épidémiologie de la CEP. La durée moyenne de traitement était 32 mois. Et pour le niveau scolaire, 60% de nos patients avaient un niveau d'éducation supérieur, facteur qui peut influencer les performances cognitives en MoCA et au SDMT. Pour la répartition en fonction de la forme, 44% de nos patients avaient une CEP rémitante, 31% avaient une CEP secondairement progressive, 25% avaient une CEP primaire progressive, et cette répartition montre une proportion relativement élevée de formes progressives par rapport à la littérature, et cela peut s'expliquer par le nombre limité de nos patients et leur profil traité uniquement par des thérapies hautement actives. Donc, pour la prévalence, sur un total de 36 patients, 83% de nos patients avaient une atteinte cognitive initiale, répartie à 30% des formes RR et 100% des formes progressives, ce qui est un peu élevé par rapport à la littérature, et cela peut être dû à notre échantillon qui est faible, et est-ce qu'il n'y a pas aussi des biais par rapport au SDMT pratiqués uniquement de façon écrite. Pour nos scores moyens et leur évolution. Donc, au baseline, on avait un MoCA moyen de 20,9, un SDMT à 26,3 et un EDSS à 4,4. Et à la fin du suivi, on a trouvé une amélioration de MoCA et de DSS, mais il y avait une petite aggravation de SDMT. Et en comparant nos scores moyens avec cette étude géorgienne de 2021, on trouve qu'ils ont de meilleures performances cognitives, avec un MoCA SDMT plus élevé et avec un EDSS plus bas. Et cela peut être expliqué par notre EDSS initial qui était élevé à 4,4, et on sait qu'il est corrélé aux performances cognitives, et cela est confirmé par leur corrélation d'EDSS avec le SDMT et le MoCA mentionné sur le tableau en bas. Donc on trouve que le DSS est corrélé négativement au SDMT au MoCA avec un coefficient de corrélation à moins 0,58 pour le SDMT et à moins 0,44 pour le MoCA. Et cela confirme le lien entre le handicap moteur et le déclin cognitif. Passons à l'évolution en fonction de la forme. Donc, sur le premier diagramme à gauche, on a l'évolution de MoCA et de SDMT en fonction de la forme de CEP. Donc, on observe une amélioration de MoCA ou de SDMT dans 62% des formes RR, 66% des formes PP et 45% des formes secondairement progressives. Et pour l'aggravation, on a le diagramme à droite qui montre une nette aggravation isolée de SDMT sur les 3 formes. Et cela peut être expliqué soit par la grande sensibilité de SDMT, mais aussi ses limites lorsqu'il est utilisé uniquement sous forme écrite, où la motricité fine et la vitesse gestuelle peuvent influencer les performances indépendamment de la cognition. Et cela est confirmé par cette étude de Carote et Nuto, qui ont suivi des patients RR suivis durant 11 ans sous traitement, et dont l'évolution a montré une baisse moyenne de 6 à 7 points de SDMT, et que les patients les plus touchés avaient une marche ralentie et une atrophie hippocampique plus marquée au départ. Donc ici, juste pour comparer l'évolution de l'atteinte cognitive en fonction de la forme. Donc on a ici pour la forme RR une méta-analyse de 22 études qui ont trouvé que les patients sous Disease Modifying Therapy présentaient une stabilité cognitive globale dans le temps et un ralentissement du déclin de la vitesse de traitement de l'information.
Pour les formes progressives, la même chose. On a cette étude prospective longitudinale qui ont comparé l'évolution cognitive et l'atrophie cérébrale chez les formes progressives, primaires et secondaires. Ils ont trouvé que l'évolution a montré une stabilité de SDMT sur 15 mois et il n'y avait pas de différence significative de SDMT entre les deux formes. Passons à l'évolution comparée entre MoCA et SDMT. Dans notre étude, 69% de nos patients avaient une évolution similaire, 20% avaient une évolution totalement discordante, c'est-à-dire un test amélioré, un test aggravé, et 11% avaient une évolution partiellement discordante, c'est-à-dire un test resté stable et un test amélioré ou aggravé. Et cela suggère que les deux outils ne mesurent pas exactement les mêmes domaines cognitifs. Cela rejoint l'étude de Freitas et al., qui a montré une corrélation modérée entre le MoCA et SDMT, avec un coefficient de corrélation à 0,61, confirmant ainsi qu'ils sont complémentaires plutôt qu'interchangeables pour l'évaluation de la cognition dans la CEP. Et cette différence est confirmée aussi par la revue systématique de Rosca et Sumu, portant sur 13 études, et qui ont trouvé que le MoCA est significativement corrélé au SDMT, et les deux permettent une détection précoce des atteintes cognitives. Le SDMT est plus sensible pour les troubles légers, alors que le MoCA explore un spectre cognitif plus large. Cela est exprimé aussi par Charvet et al., qui a exprimé qu'il n'y a pas de fort chevauchement entre l'atteinte cognitive au SDMT et au MoCA, et que leur utilisation permet une évaluation complète de la cognition dans la CEP. Passons à la répartition de traitement. Donc, 41% de nos patients étaient traités par rituximab, 30,6% par ocrelizumab et 27,8% par natalizumab. Pour l'évolution sous traitement, dans les trois types de traitement, on a remarqué une amélioration de l'état cognitif, donc avec une amélioration totale entre 50 et 60%. Et ces résultats vont dans le même sens que plusieurs études internationales récapitulées à droite sur le tableau. Pour l'évolution de l'EDSS, donc 53% de nos patients avaient une amélioration de DSS, 36% avaient une stabilité de DSS et 11% avaient une aggravation de DSS. Parmi ceux qui ont amélioré le DSS, 74% avaient une amélioration aussi de MoCA ou de SDMT, mais surtout de MoCA. Et ces résultats suggèrent une évolution parallèle des fonctions motrices et cognitives chez les patients bénéficiant d'un traitement hautement actif, prolongé et efficace. Donc, à gauche, on a l'étude géorgienne qui a montré la corrélation de DSS au SDMT au MoCA. Donc, le DSS est corrélé négativement. Donc, à chaque fois, on a une augmentation de DSS, on a une diminution de SDMT au MoCA. Et à droite, on a l'étude longitudinale de Leveraro et al. De 2024, qui ont évalué 61 patients CEP sous traitement hautement actif durant 2 ans. Ils ont évalué le DSS et le BCAMS dans le SDMT. Et ils ont ensuite comparé les résultats selon statut NEDA3 défini par l'absence de poussée, absence de progression de DSS et absence de nouvelles lésions à l'IRM. Et donc, ils ont trouvé qu'il y avait une amélioration significative de SDMT sur 2 ans pour les patients qui ont maintenu surtout le statut NEDA3 et qu'un NEDSS plus bas à l'inclusion permet un meilleur pronostic cognitif. Cela signifie que les patients ayant moins de handicap initial avaient plus de chances d'améliorer leur SDMT. Et donc, pour conclure, la prévalence de l'atteinte cognitive dans notre série était cohérente avec la littérature et notre étude objective une efficacité des traitements hautement actifs sur la cognition. Il existe une corrélation avec le handicap moteur et le MoCA et le SDMT évaluent des domaines cognitifs distincts qui sont complémentaires pour le dépistage et pour le suivi. Et il existe des batteries plus spécifiques à la CEP pour détecter les troubles mnésiques subtils, par exemple le BCAMS qui est en cours d'adaptation par notre équipe. Et il est nécessaire d'instaurer un suivi cognitif systématique afin de détecter précocement les troubles cognitifs et optimiser la prise en charge thérapeutique. Merci pour votre attention.